Rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir de 16h juste, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine. Nous avons un seul invité sur ce plateau. Un mouvement politico-militaire a vu le jour à la veille du processus électoral, dont l'initiateur est Corneille Nangaa et puis Bertrand Bissimois, l'un de rebelles M23. Mesdames et messieurs, les questions se posent. Qui est derrière? Qui sont derrière ces deux messieurs? Nangaa fait une déclaration, vous allez suivre la vidéo sous peu. Et puis, quid pour les kits électoraux? Mesdames et messieurs, la logistique pose encore problème. Nous n'avons pas d'avion pour faire le déploiement des kits électoraux. Quid pour les élections? Est-ce que réellement il y aura élection? Y aura-t-il pas report? Élément de réponse avec notre seul invité sur ce plateau. Il s'agit de Serkit, analyste politique indépendant, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, les spectateurs. Comment allez-vous? Oh, ça va, au rythme du pays, au rythme de la campagne, au rythme des élections, voilà. Non, parce que le plus grand souci, c'est d'avoir des autorités choisies réellement par la population. Donc, c'est un peu l'inquiétude. Et puis, ce qui se trame à gauche et à droite, dans la toile, on apprend à gauche et à droite. Bon, voilà un peu. Et Serkit, pourquoi vous n'avez pas postulé? Bon, vous n'avez pas une base assise? Non, même pas. Écoutez, on est quinois, hein. Moi, je suis né à Kinshasa, et puis on est quand même un peu connu quand même. On peut aussi tenter, mais j'ai plus vu que c'était des élections chaotiques où c'était pas crédible. Donc, on pouvait postuler pour ne pas être élu. Et il faut voir aussi la loi électorale telle qu'elle est. Donc, a permis à ce que d'une multitude de personnes puissent postuler. Donc, il faut calculer parce qu'il ne suffit pas, il faut pas postuler pour le plaisir de postuler. Il faut postuler pour gagner les élections. Donc, lorsque vous postulez, c'est avec objectivité. Et moi, je suis objectif dans ce que je fais. J'ai entrepris, par contre, l'initiative de chaque fois passer à la télé pour partager le peu de ma connaissance et me faire découvrir et sensibiliser à l'occasion et au cas où les autorités ou les partis politiques découvrent, on peut échanger dans des conférences par exemple pour avoir des idées comment développer notre Congo. Il y a plusieurs manières de contribuer politiquement au développement de notre Congo. Il ne suffit pas seulement de viser les 500 sièges de l'Assemblée nationale ou les sièges du Sénat. On peut aussi voir autrement. Moi, j'ai toujours 5 piliers que je défends. On peut être, par exemple, conseiller. Pourquoi pas avoir des postes de gestion dans le pays? Et par là, j'aimerais vraiment qu'on ait des autorités issues des urnes pour que nous puissions librement, démocratiquement, aisément donner le meilleur de nous pour que le pays aille de l'avant. Qu'on n'ait plus cette situation d'insécurité, qu'on n'ait plus cette situation de crise économique, qu'on n'ait plus cette situation de crise sociale. Voilà un peu, madame, comment est-ce qu'on peut contourner cette histoire de 500 députés qui touchent, je précise bien, des sommes faramineuses. Exactement. Donc, on se pose la question, est-ce que ces gens-là sont les uniques Congolais qui doivent mieux vivre au Congo, malheureusement. Donc, pour moi, j'estime que la législature passée, ils n'ont pas été des honorables. Ce sont des simples prestataires, hein, puisqu'ils ont adopté peu de lois. Et les quelques lois qu'ils ont adoptées, c'est de la catastrophe. Ils ont même donné une brèche au M23. Parce que déjà, lorsqu'on ne permet pas à 3 territoires du Nord Kivu de ne pas postuler, il y a plusieurs risques qu'il y ait référendum à leur niveau. Vous voyez combien ces députés nous causent du tort. Donc, madame, comprenez que postuler à ce rythme où il y a forcing au niveau de la CENI, où il y a opacité au niveau de la CENI, où il n'y a pas de transparence au niveau de la CENI, je ne pouvais pas le faire. C'est se suicider, c'est se faire appeler, c'est se diminuer, alors que nous combattons les valeurs.
Voilà un peu les raisons qui m'ont poussé à voir autrement comment aider le Congo avec les idées. Vous savez, il y a plus de dizaines de milliers de candidats, mais pour 500 sièges. 500 sièges, imaginez. Quelle est cette motivation? On paye mieux en politique, n'est-ce pas? Lorsqu'on est député, on a plus de 21 000 dollars. Il n'y a personne qui a contesté les 21 000. N'a-t-elle pas réglementé le nombre de gens? Non, ce n'est même pas s'il n'appartient pas à la CENI de réglementer, il appartient aux députés. Les députés de cette législature, les 500 députés nommés. La prolifération des affiches, des banderoles. Ça, ce n'est pas un problème. Tout le monde qui veut faire la politique. Ça, ce n'est même pas un problème. Ça pouvait même être 10 fois plus que ça. Mais ceux qui ont permis cela, c'est qui? Ce sont les 500 députés nommés, madame. Donc, on ne peut pas faire une chose et son contraire, ou vouloir une chose et son contraire. Les 500 députés nommés, je précise bien, les 500 députés nommés, nous ont foutu des lois qui ne nous ont pas permis. Tous alors, pas tous ne sont pas nommés. Disons que la majorité, lorsqu'on adopte un projet de loi, lorsqu'on décide sur oui ou non il faut sanctionner, c'est par voix, par vote au niveau de l'Assemblée nationale. Et lorsque le quorum atteint déjà la majorité et qu'ils ne produisent rien, qu'est-ce que nous allons dire? C'est la législature qui a échoué. Donc, les 500 députés nommés ne nous produisent absolument rien. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que moi, je peux aller aux élections avec cette loi électorale. La loi électorale qui exclut, la loi, par exemple, la loi sur la répartition des sièges, qui exclut les 3 territoires de la République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est normal? Et je suis Kivousien. Vous pensez que je peux adhérer à ces élections? Non, madame. On a décrié la manière dont la CENI a été composée. Nous avons décrié la manière dont les choses sont en train de se passer, entre autres, le serveur, l'audit du fichier électoral. Nous avons exigé cela. Ça n'a pas été fait. Nous avons décrié l'enrôlement, comment ça s'est déroulé. Aujourd'hui, même le chef de l'État, lorsque le président de la CENI a reçu les 26 candidats, le chef de l'État a dit la carte là n'est pas bonne. Et mes collaborateurs, ça ce sont ces mots, lorsqu'ils sont allés pour obtenir le duplicata, on a monnayé. Donc, dès le début, nous avons dit que ces cartes ne sont pas de bonne qualité, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. On nous a forcés. Avec ces cartes, nous sommes allés et on n'a même pas organisé les élections. Imaginez, les gens vont vers la CENI pour duplicata obtenir la copie de la carte d'électeur parce que les écrits se sont effacés. Non pas parce qu'ils ont perdu leur carte, mais simplement parce que les écrits sont effacés. Moi, j'avais opté de garder ma carte à la maison. Comme ça, le jour où je dois m'en servir pour aller à la banque, je pourrais le faire. Et vous savez l'explication qu'on nous a donnée? Soi-disant qu'il y aura la carte pour citoyens et que ça devait servir. Mais si réellement ça devait servir que pour les élections, mais pourquoi est-ce que les écrits se sont effacés bien avant les élections? Alors, allons-y voir un peu plus clair. Le budget de la CENI est élevé à combien? À plus de 1 milliard de dollars. Mais comment est-ce que le processus se déroule avec un grand retard? Je me pose la question sur la personne de Denis Kadima, qu'on nous a tant vanté un expert. Réellement, est-il un expert? Il peut être un expert, mais la mission qu'il a à la CENI, moi, je préfère me réserver. On ne sent pas ça. Hein? Nombreux pensent qu'il est cascadeur, il est kamikaze à la CENI. Il veut nous conduire vers des élections chaotiques, vers des élections rien ne montre qu'il est expert. Non transparentes. Donc, vous savez, il peut être expert. Vous savez, on peut être intelligent, on peut être aussi rusé. Donc, on utilise négativement son intelligence. Alors, on ne peut pas aller dans des élections où vous voyez que tout est noir. Je dresse un tableau. On nous produit la liste des électeurs avec retard. La cartographie des sites de vote avec retard. La liste des candidats avec retard. On finance la CENI en retard. Il nous ramène les matériels sensibles en retard. Le déploiement pose problème. Il vient poser la question la question logistique en retard. Bref, est-ce que nous pouvons compter
dans pareille élection. Il refuse catégoriquement de faire l'audit du fichier électoral. Mais rappelons une chose, lorsque Moé est allé voir la CENI, donc c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante, est allé voir la CENI pour dénoncer, regardez les électeurs, regardez les bureaux de vote où nous avons constaté des irrégularités, eh bien la CENI a vérifié, il s'est rendu compte qu'effectivement, Moé avait raison, donc l'Église catholique et l'Église protestante avaient raison, ils se sont amendés. Mais pourquoi est-ce que d'autres parties prenantes, lorsqu'ils ont dit, revoyons ce fichier électoral, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait cela? Il aurait dû simplement accepter que l'audit soit fait. En ce moment-là, moi, je pouvais dire, bon, madame, moi, désormais, vous m'appellerez candidat actuellement et demain député peut-être. Donc, dépensez votre argent, vous allez dépenser votre énergie, vous allez, et puis finalement, au finish, vous verrez d'autres personnes apparaître. Le système de liste, vous savez, nous avons une loi électorale et une constitution qui disait qu'on devait avoir 2 tours. Oui, disons que en 2006, nous avions 2 tours. Imaginez, aujourd'hui, l'opposition divisée, la majorité de son côté, et le cas d'espèce montre que il fallait plutôt avoir 2 tours pour que le premier tour, qu'on voit qui sont les meilleurs pour compétir au deuxième tour. Puisque déjà au premier tour, les opposants n'arrivent pas à fédérer, n'arrivent pas à se mettre ensemble pour une candidature commune. Alors, donc vous voyez que lorsque les députés nommés élarguent des articles importants pour la gestion, pour l'avenir de notre pays, ça fâche. Donc aujourd'hui, l'article qu'ils avaient élargué, disant qu'on doit avoir les élections à 2 tours, vient de montrer son importance aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces députés nommés? À quoi ça sert d'aller dans des élections, de participer aux élections, activement aux élections, où tu es sûr que tu vas dépenser ton argent pour rien? Mieux encore, contribuer autrement et voir si le Congo peut aller de l'avant. Et voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec Serkit. Je vous rappelle qu'il est analyste politique indépendant. Je demande à la régie de nous balancer la vidéo des Corneille Nangaa. Au peuple congolais, à nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Mû par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congolais, la République démocratique du Congo, en tant qu'État. Animé par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale, et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les génocides, les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais et réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que les statuts et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, dure depuis plus de 3 décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt un mode de gouvernance des antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats,
les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion, ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'Est du pays, y sèmant mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo, lançons ce jour un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci-après: les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaire, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les leaders communautaires et de la diaspora. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix, la refondation d'un État qui assume ses responsabilités régaliennes, fondées sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, nous revenons sur ce plateau. Comme je le dis à mon introduction, un mouvement politico-militaire a vu le jour. Il s'agit de l'Alliance Fleuve Congo que dirige Corneille Nangaa. Et voilà, les questions se posent. Qui est derrière Corneille Nangaa? Serkit. Écoutez, qu'est-ce qui est caché là? Moi, je crois que nous devons voir les choses autrement. Hier, ancien président de la CENI, aujourd'hui, il Justement, devient rebelle. J'aimerais qu'on nous dise, farouche au pouvoir. J'aimerais qu'on nous dise combien gagne un président de la CENI. Combien il y a de détournements au niveau de la CENI. Parce que, du coup, quelqu'un qui était nulle part, il devient président de la CENI, et puis il a autant d'argent, il a des carrés miniers, il se retrouve aujourd'hui dans des pareilles déclarations, alors que hier, il a géré une institution qui devait instaurer la paix, qui est la CENI. En organisant les élections, nous estimons que c'est pour avoir des autorités qui peuvent nous diriger, Thomas. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, j'ai honte de dire aujourd'hui président, je ne sais pas si on doit l'appeler excellence, mais je crois que il a soulevé avant, il y a quelques mois, l'histoire de la compromis, l'histoire de compromis pour accéder au pouvoir, c'est-à-dire le règne de Félix Tshisekedi. Mais il n'a pas donné beaucoup de détails en rapport avec ça. S'il a eu en sa charge l'organisation des élections, je dois rappeler que jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a jamais publié le rapport de dépouillement bureau par bureau. Donc, il est auteur, si pas dit en partie, auteur de ce qu'il y a eu au Congo. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons eu des députés nommés, nous avons un président contesté. Est-ce que quelqu'un qui a privé ainsi l'expression populaire à travers les urnes, on peut encore lui prêter du crédit? Moi, je m'étonne.
Mais je pars un peu plus loin. D'où il fait cette déclaration? Il paraît que c'est au Kenya. Et si c'est au Kenya, actuellement, le président actuel a fait confiance à l'EAC. Et le Kenya fait partie de l'EAC. Rappelez-vous, le président de la République avait dit au général Kenya, qui était le commandant des forces de l'EAC, que ce n'était pas comme ça qu'ils se sont convenus l'intervention. Et quelque temps après, le général Kenya a été remplacé. Par la suite, le président de la République a clairement dit l'Ouganda et le Kenya ne jouent pas franc jeu. Donc comprenez que à travers cet acte, le Kenya n'a jamais joué franc jeu. Si je remonte encore un peu plus loin, donc là je viens de vous démontrer que l'EAC n'est pas crédible pour nous. Donc tous les pays membres de l'EAC ne sont pas crédibles pour nous. Ils jouent contre nous. Et je remonte encore un peu plus loin pour dire qu'après Genval, nous avons vu Fathi et Kamere faire des déclarations depuis le Kenya. Donc c'est pour dire quoi? Le Kenya est devenu comme une sorte de base arrière après le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et c'est normal parce que c'est lui qui a l'embouchure au niveau de l'océan. Tous ces pays, donc le Congo, le Kenya, tous dépendants de Mombasa. Donc, avec le Kenya, il joue un base arrière et puis c'est un pays qui est envié par les Américains. Donc, si il faut répondre à votre question, qui est derrière Corneille Nangaa? Toutes ces assurances-là. Comprenez que il y a des multinationaux, il y a une infiltration au sommet de l'État, parce que je conçois mal un monsieur qui a organisé les élections sortir aujourd'hui et dire soulèvement populaire. Et quand, lorsqu'il a aligné ses candidats, je rappelle qu'il a un parti politique ici au Congo. Oui. Et il a aligné des candidats. Il a aussi aligné ses candidats. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous devons dire de ces membres, disons aujourd'hui, de ces membres de partis politiques? Est-ce que nous pouvons dire qu'il a reconforté ces membres de partis politiques? Disons, il fait sa sortie médiatique avec cette histoire donc la veille des élections. Je pouvais comprendre s'il faisait des déclarations en rapport avec les élections, mais il fait des déclarations de soulèvement, des déclarations de mouvement rebelle lorsqu'il dit « j'en appelle aux forces ». Cela veut dire quoi? C'est-à-dire il est prêt, même avec la rébellion. Et il fait aux côtés de qui? Nous avons vu des images, je ne sais pas si ce sont des images truquées, mais aux côtés des rebelles. Lesquels rebelles nous disons qu'ils ont pillé, tué, violé, tout, ils ont tout fait au Congo. Alors, maintenant, si hier, il a confisqué l'expression populaire en rendant public d'autres résultats, parce que nous disons que nous avons des députés nommés, tout à l'heure nous venons de le dire, nous avons un président qui est contesté. Mais comment est-ce qu'un monsieur comme ça peut quitter le Congo? Vous savez, nous autres simples citoyens, après l'émission, on peut facilement arrêter. Alors que lorsque nous émettons des idées comme ça, on peut peut-être vous consulter pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gestion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer? Nos services d'intelligence doivent... Vous ne voyez pas aussi que le pouvoir actuel lui-même est en train de bouffer ses propres fils en se créant des ennemis. Mais justement, c'est ça que je suis en train c'est là où je suis en train de citer. Juste après avoir créé son parti politique, il s'était déclaré candidat président de la République. Et tout d'un coup, on lui avait arraché toutes les gardes mises à sa protection. Et c'était ça aussi l'une des motivations qui l'avait poussé à fuir le pays en disant que non, sa vie était en insécurité, qu'il recevait des menaces, selon lui. Au finish, il devient rebelle. Il devient révolté. J'aimerais voir l'issue de ce qu'il vient de faire avec les Bertin Bissi, moi. Quelqu'un qui a tué. J'aimerais bien voir. Hier, le M23, ils ont séjourné longtemps ici. Madame, nous sommes infiltrés au sommet de l'État. Un monsieur comme ça, qui, comment dirais-je, tient des discours alors qu'il était, des pareils discours alors qu'il était président d'une institution comme la CENI, madame, c'est vraiment désolant.
Donc, je regrette, je vois comment est-ce qu'on est en train d'installer des traîtres au niveau de nos services de sécurité, comment est-ce qu'on est en train d'installer des traîtres au niveau politique. En tout cas, madame, moi, ça me dépasse. Une autorité de cette ampleur qui a géré une institution comme la CENI, est-ce que vous comprenez au moins la CENI et qu'est-ce que ça vaut? C'est la CENI qui nous donne les dirigeants. En parlant, vous avez soulevé une bonne question sur les services d'intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de casting partout? On n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, j'ai 5 piliers. Madame, Lesquels? la corruption. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre l'impunité. Ah oui, voilà. Il faut appuyer, il faut soutenir la bonne gouvernance. Mais pour que nous réussissions ces 3 points, il y a 2 autres points qu'il faut en tenir compte. Avoir des bons conseillers. Donc se faire entourer des bons conseillers et lire les rapports des inspecteurs, les différents rapports des services. Vous savez, dans la bonne gouvernance, c'est là où on se choisit les bons dirigeants, les bons gestionnaires, les bons managers qui peuvent concevoir le projet. On n'a pas besoin de bons projets, on a besoin de bons managers, des vrais leaders, des vrais idéologues. Mais plus loin, ces managers, ou pour la bonne gouvernance, ces managers doivent se faire entourer des bons conseillers. Alors, le Premier ministre, tout comme le Président de la République, et les chefs des services, comme l'armée, la police, etc., la DGM, ainsi de suite, les services d'intelligence, ils doivent être entourés des bons conseillers. Et c'est en ayant des bons conseillers qu'on arrive à déceler qui sont les vrais traîtres. En principe, on devait retracer comment est-ce que finit le parcours de Corneille Nangaa jusqu'à aboutir là où il est aujourd'hui. Comment est-ce que les ennemis d'aujourd'hui, les ennemis du pouvoir actuel, qui parviennent à quitter le pays et se retrouver à l'extérieur du pays pour faire des déclarations? Vous les constatez comme ennemis ici, ils quittent et ils font des déclarations à l'extérieur. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des pays amis? Ça ne fait pas peur. Parce que nous avons l'Interpol. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des pays amis pour les arrêter, les extrader? C'est ça le problème. Ok, admettons qu'ils ont raison. Merci. Mais est-ce qu'il faut faire alliance avec la fraction des Bissimois? Ils pouvaient peut-être faire leur rébellion à eux. Comme ça, on sait qu'ils ont fait une rébellion. Mais nous savons que le M23, ce sont des agresseurs. Et si les M23 sont des agresseurs, nous disons bien les Rwandais. Lui, il était ici pendant plus de 2 ans, 3 ans. Il était ici au Congo. Il circulait librement au Congo. Mais pendant ce temps-là, nous on qualifiait le M23 comme agresseur. Comment est-ce qu'il peut aller faire alliance avec ceux-là? Madame, ça m'étonne et ça me dépasse. Je pouvais comprendre s'il créait sa propre milice ou sa rébellion. Ce n'est pas parce que il s'est senti muselé. Oui, mais il n'a qu'à créer sa rébellion. Il n'a qu'à faire une coalition avec d'autres Congolais. Mais aller faire une coalition avec les agresseurs? Parce qu'il parle de la corruption qui gangrène le pays. Madame, il parle de la mauvaise gouvernance, du tribalisme. Il n'y a plus d'unité dans le pays et il fait appel aux forces vives de venir libérer le pays. Voilà pourquoi, comme disait le maréchal Mobutu, s'il faut m'associer avec le diable pour le bonheur du grand Zaïre, je le ferai. Peut-être il est sous le pas du maréchal Mobutu. Madame, allons-y. Est-ce que vous savez que les élections, pour répondre à votre question, est-ce que vous savez que les élections, si elles sont mal organisées, ça peut créer un désordre? Ça peut brûler le pays, ça peut embraser le pays, si c'est mal organisé. Alors, nous avons eu en 2018 des élections où le résultat était contesté. Mais la population s'est dépassée, les leaders politiques s'est dépassés, ils ont dit, ok, on va taire les choses. 2023, nous allons encore dans le même schéma. Je dis bien, même schéma. Alors, si c'est dans le même schéma, madame, maintenant pour répondre à votre question,
Si c'est dans le même schéma, nous avons à l'Est un pays qui est agressé, où 3 territoires n'iront pas au vote. Agressé par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Nous avons à Kinshasa les Kuluna. Nous avons la pression, la tension qu'il y a la tension interethnique qu'il y a déjà au Congo. Entre, j'ouvre la parenthèse, les Luba, les Katangais, tout consort. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous ne faisons pas attention aujourd'hui, il y a risque que nous passons dans une guerre civile. Nous sommes en train d'alerter, nous ne sommes pas ennemis de la nation, nous sommes en train d'alerter. Ce n'était pas une occasion pour lui d'aller faire alliance avec les agresseurs. Je pouvais comprendre s'il faisait alliance avec d'autres fractions rebelles congolais, alors là je comprendrais, puisque on sait comment est-ce qu'on peut finir par négocier, mais faire alliance avec une fraction d'agresseurs, des gens qui ne sont pas supposés être des Congolais, là je dis pas question. Deuxièmement, madame, nous avons en face de nous quelqu'un qui a géré le pays. Dire qu'il a géré le pays, c'est-à-dire qu'il a été avec les chefs de plusieurs institutions de notre pays. Il a été à côté des chefs de la Cour constitutionnelle, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement. Si lui parvient à traverser, imaginons s'il y a encore d'autres comme chefs des institutions qui sont prêts à le rejoindre. Imaginons un peu. Vous voyez que le pays est dans une situation où le gouvernement actuel doit faire vraiment attention et ils doivent prendre en charge. Un pouvoir faible. Faible ou pas faible, moi je condamne le fait d'avoir coalisé avec les agresseurs. Et voilà, je ne suis pas d'accord avec cette coalition avec les agresseurs. Je préfère encore qu'il fasse peut-être sa rébellion ou qu'il fasse coalition avec d'autres mouvements rebelles congolais, mais pas avec les agresseurs, madame. Parlons de la sous-question. Je pouvais comprendre, je pouvais peut-être réfléchir. Qui a toujours trait au processus électoral, quid avec les kits électoraux? Certes, vous êtes certain qu'il y aura vraiment des élections? L'Église catholique a déjà prédit les choses. Essayons un peu de les rencontrer pour essayer un peu de corriger l'avenir du Congo. L'Église catholique avait déjà vu que les choses allaient très mal. L'Église catholique avait déjà vu que la CENI était en retard. Moi-même, j'avais déjà, depuis plusieurs années, dit que, à l'allure où vont les choses, en tout cas, il y a opacité, je m'excuse, il y a aussi forcing au niveau de la CENI. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comment expliquer? Il y a quelques semaines, le président de la CENI nous a dit qu'il restait 30% de financement, alors que c'était la période où il devait déjà passer le marché et solliciter la logistique. Non, ils ont attendu la veille, pendant la période de campagne, pour financer les 30%. Ce qui est incroyable. Donc c'est grâce à la pression que tout cela a été fait. Est-ce que c'est une sorte de diversion pour décourager un peu la classe politique, disons, les opposants, pour les décourager à dire, bon, il n'y aura pas élection, alors qu'il y a les élections sous une autre forme? Je ferme la parenthèse là-bas pour revenir à dire ceci. Qu'il y ait des matériels pour les élections déjà au Congo, mais il faut les déployer. Il faut former les policiers, les agents, les opérateurs de saisie, les témoins partout. Il faut déployer ces matériels avec le temps qui nous reste. Ou alors commenceront leur vote en retard. Ce sera quel genre des élections? Voilà. Donc, lorsque je vous dis que l'Église catholique a déjà prédit, donc nous aurons des élections de mauvaise qualité. Malheureusement, mais curieusement, les membres de l'Union sacrée n'ont pas contredit. Si vous regardez bien, cette fois-ci, ils n'ont pas voulu entrer contre
les paroles de l'Église catholique, mais on constate tout simplement que la CENI est en train de défier, même en commettant des erreurs. Mais l'Église a déjà tout dit. Oui, du forcing. L'Église catholique a déjà tout dit. Il y a risque qu'on n'ait pas les élections le 20, mais même si on a des élections à la date du 20, ça ne sera pas des bonnes élections. Des élections bâclées. Des élections bâclées. Et là, je reviens aux élections de Nkoy Mulunda. C'était des élections bâclées. L'unique élection, les deux élections qui étaient quand même crédibles, du point de vue organisationnel, c'est jusqu'aux aux opérations de vote, c'est les élections de 2006 et 2018. Là, au moins, nous avions, par rapport aux opérations de vote, des bonnes élections, mais c'est à la fin que tout a fauché. En 2006, tout comme en 2018. En 2018, avec le fameux Corneille Nangaa, il a privé les Congolais les résultats des urnes en publiant ce que lui avait avec ses lobbying qui sont au niveau national et international, en rendant autre chose. C'est comme ça que nous sommes contre-productifs au niveau de l'Assemblée nationale. Vous imaginez, le pays adhéré à l'EAC alors que nous avons l'Assemblée nationale qui pouvait ratifier, dire nous ne voulons pas de cette histoire. Mais et puis ça passe. Donc, moi j'aimerais qu'on place un peu du crédit aux paroles de l'Église catholique et qu'on fasse un peu plus la pression du côté de la CENI, mais je demande plus aux partis politiques d'être vigilants. Que ce soit ceux de la majorité, tout comme ceux de l'opposition. Pourquoi je le dis? Parce que si nous allons dans le forcing et que ce forcing, et nous constatons qu'il y a l'irrégularité. L'irrégularité veut dire que derrière l'irrégularité se trame la tricherie, donc la tricherie sera profitable à quelqu'un. Et si ça sera profitable à quelqu'un, en tout cas, ça ne sera pas profitable du côté de l'opposition. Surtout pas. Je réduis ça au niveau de l'union sacrée. Si ça sera profitable au niveau de l'union sacrée, je ne pense pas que ça sera tous les membres de l'union sacrée qui vont profiter de ça. Ça sera juste poignée de quelques individus qui vont profiter de ça. Donc, même les membres de l'union sacrée seront victimes de cela. Vous ne craignez pas que Kinshasa soit à feu et à sang? Madame, j'ai déjà dressé un tableau sombre par rapport à cette situation. Il appartient aux autorités de sauver la situation. Et c'est là où j'en appelle. N'oubliez pas, il y a des diverses prophéties de la part de différents serviteurs de Dieu. Moi, je ne parle pas encore à ce niveau-là parce que je suis chrétien. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Eh bien, il faut gérer. Lorsque vous avez le pouvoir, il faut gérer. Je vous ai parlé de la corruption et de l'impunité. On ne sanctionne pas ceux qui gèrent mal. Même au sein de la police, on ne sanctionne pas. Les rapports des inspecteurs, moi je vous ai dit, on doit nous faire des rapports. Même pour savoir que Corneille Nangaa veut faire des sorties médiatiques pour créer des partis. En principe, les services d'intelligence devraient anticiper. Vous comprenez? Donc, tout, les dossiers Koulouna, pour neutraliser, c'est en suivant simplement les rapports des inspecteurs, soit en appliquant l'impunité, c'est-à-dire lutter contre l'impunité au sein de la police. Donc, en manageant bien la police pour infiltrer les Koulouna, en suivant les rapports, les différents rapports des services d'intelligence par rapport au foyer des conflits interethniques, en suivant les rapports de l'armée, les rapports des services d'intelligence de l'armée, pour dénicher ceux qui sont des tops, ceux qui sont des agents doubles au sein de l'armée. Nous avons des traîtres. Je vous dis, madame, Nangaa a eu affaire avec les chefs des institutions au Congo. Je répète, Nangaa a eu affaire aux chefs des institutions au Congo. Il a eu à collaborer avec les premiers ministres. Il a eu à collaborer avec les chefs de justice. Il a eu à collaborer avec les chefs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bien sûr, de la législature passée et de la législature avant que l'actuel président de la CENI ne soit là, donc de l'actuel président de la République. Donc il a eu à côtoyer ces chefs des institutions. Et du coup, il devient
un révolutionnaire, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il faut dire, révolutionnaire ou agresseur, je crois qu'il n'est pas seul là-bas. Hein. Il y a d'autres qui sont encore à Kinshasa. S'il a été en contact avec ces notabilités, eh bien, disons-nous qu'il y a encore des gens ici au Congo qui sont dans les institutions, qui sont dans l'armée et qui sont, parce que l'appel qu'il a fait, il a dit, si vous suivez bien, sans délai. Sans délai. Et il évoque l'article 64 aux côtés des rebelles. L'article 64, je vous rappelle, s'applique que entre Congolais. Congolais. Eux aussi sont des Congolais, non? Oui, il est Congolais. Moi, j'ai vu, je crois avoir vu son papa saluer le président de la République. Je ne sais pas s'ils ont bien commenté. Lorsque le président de la République battait campagne à Ituri, il paraît qu'il a salué le papa de Corneille Nangaa. Il paraît qu'il a salué. Donc, c'était Congolais. Donc, si lui, Congolais, se retrouve avec les agresseurs, et que hier, il était chef d'une institution, donc, il y a d'autres chefs d'institutions qui sont ici, qui risquent de chavirer. Effectivement. Alors donc, le service d'intelligence, moi je suis là pour alerter. Ne me prenez pas pour un ennemi, mais je suis en train de vous dire, je suis en train de faire mes analyses de manière rationnelle. Le comble est que dans notre pays, lorsque vous analysez ainsi, on va vous rappeler comme renseignant. Vous voyez, c'est ça le mal. Au lieu de dire... Bon, au lieu de profiter de vos propos... Des conseils pour analyser mieux les choses. C'est regrettable, madame. C'est regrettable. On arrête. Nous tendons vers la fin de l'émission. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Ndanou, à Kingabo, Ndanou? J'aurais appris que l'honorable Djekoko... écoutez, vous savez, c'est ça la campagne aussi. La campagne, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un candidat, la population se décharge sur la personne. Et il y a plusieurs manières de se décharger. Mais signalons qu'il y a quand même des actes qui ne sont pas à encourager. Il y a d'autres candidats qui montent la population contre un autre candidat. Nous avons vu aussi Moïse Katumbi à Mwanda, ce qu'il a subi. Nous avons vu le chef de l'État au Lualaba. Le public, les gens n'en parlent pas, s'est vidé pendant qu'il faisait son discours. Oui. On a vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si ce sont des images truquées ou comment, mais pendant qu'il tenait son discours, la population s'est vidée. Alors, est-ce que ce n'est pas une sorte de bâton sur le roue qu'on est en train de faire? En tout cas, ce n'est pas comme ça que se déroule la campagne. En tout cas, on a atteint un niveau où... ce que nous venons de décrire là, le niveau d'insécurité, le niveau de criminalité a atteint un niveau où on risque de ne pas contrôler cela. Comment expliquer que la population puisse être animée de cette haine? Je conçois aussi mal quelqu'un qui était aimé à Kingabo, du coup, les gens se transformaient contre lui. Disons-nous la vérité. Si on parle des leaders de Kingabo, il a été chahuté, caillassé par la population de Ndanou. Et lui aussi, il a fait appel à ses milices pour qu'il ait une confrontation. Et il y a eu même des morts. Madame, nous venons de décrier cela. Moi, je vous ai parlé de Koulouna grandissant à Kinshasa. C'est une situation qui nécessite la bonne gouvernance au sein de l'armée, qui nécessite l'impunité, qu'on lutte contre l'impunité, donc qu'on arrive à démanteler ce qui marche à contre-courant. Voilà comment est-ce que les autorités répondent. Coup sur coup. C'est désormais comme ça. Les autorités ont leur chef milice. Nous avons vu ça depuis les 18 ans de Kabila. Avec Chadari, on voyait les bérets rouges. Nous voyons ça actuellement l'UDPS et aussi ils ont leur mouvement. Alors maintenant, où allons-nous finalement? On a comme l'impression que le plan de la balkanisation est en train de prendre forme. Parce que si chacun doit avoir ses milices, c'est que demain, élections chaotiques, il y aura maintenant guerre civile. Nous sommes en train de dénoncer tout haut ce que les autres peuvent prendre à la légère. Madame, il est grand temps. Nani Ndeko Jekoko, il est vice-gouverneur.
En tant que vice-gouverneur, moi je conçois mal qu'il soit mal accueilli là où c'est son fief électoral. Je conçois mal qu'il circule dans son fief électoral tout en étant insécurisé. Je me dis qu'il pouvait librement circuler dans Kingabois. Lui, il pouvait librement circuler dans Kingabois en tant que fils de Kingabois, comme Madame F. Bazaïba, fille de Kingabois. Eux peuvent librement, mais comprendre qu'ils ont été menacés. Madame, est-ce qu'ils gèrent bien l'hôtel de ville? Est-ce qu'ils n'ont pas de contentieux? Est-ce qu'ils n'ont pas utilisé leur pouvoir pour gérer les comptes, pour régler les comptes au niveau de Kingabois? Donc, vous savez, la population, quelque part, si elle est énervée automatiquement, peut aussi réagir comme s'il y avait un instigateur derrière eux, alors que réellement, c'est un soulèvement spontané par rapport à ce que vous avez eu à poser pendant votre règne, pendant votre gouverne. Donc, quelque part, on se dit, mais il y a négligence partout. Voilà pourquoi moi, je veux qu'on applique un peu les 5 piliers. On doit appliquer l'impunité, c'est-à-dire lutter contre l'impunité. Tout le monde Moutassali Mabé va sanctionner. Corruption, on doit arrêter avec la corruption. Jérôme Bungumbungu, que lui a remplacé, il a dénoncé Néron Bungumbungu. Il a dénoncé la corruption. Oui. Il l'a dénoncé. Au sein du gouvernorat. Nous avons vu des vidéos où Gekoko, je ne sais pas si ce sont des montages, dénonçait également la gestion des Gentilly. Ce sont des montages. Je parle entre guillemets parce que je n'ai pas de preuves. Vous savez, actuellement, on peut tout faire avec l'informatique. Hein. Donc, si lui a dénoncé, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas passés à... Le pasteur Godin aussi a dénoncé, je l'ai même suivi. On l'a mis de côté. Donc, vous voyez, même Gentilly, à quoi qui est la spirituelle. On doit, Monsieur le Président de la République, Président de la Cour constitutionnelle, Premier ministre, essayer de voir les choses autrement pour mieux gouverner. Sarkit, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Écoutez, madame, je demande à la population de voter utile, de sécuriser les résultats des urnes. Je demande à l'opposition, encore une fois, de faire alliance pour nous sortir un candidat commun, faute de quoi, ils sont en train de permettre à l'Union sacrée, avec leur candidat qui est Fatih Béton, de facilement gagner les élections. Vous savez qu'avec la tricherie, beaucoup est possible. Sans la tricherie, on pouvait autoriser cela. Mais comme on a déjà une loi, les lois déjà modifiées où on ne peut pas avoir 2 tours, avec la tricherie, un seul tour, tout est possible. Prenez l'exemple de 2018 comme exemple et essayez de voir comment est-ce que vous pouvez fédérer. Aux candidats qui seront demain élus, que ce soit au niveau de la présidence ou des législatives nationales, provinciales, tout comme municipales, je vous demande ceci. Soyez nationalistes. En tout cas, soyez nationalistes. À la fin de compte, je demande à la CENI, aux membres du bureau de la CENI, je demande aux membres de la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît, nous ne voulons plus revoir cette histoire comme vient de le faire Corneille Nangaa en déclarant qu'il y a eu des compromis. Ne prononcez que les résultats des urnes. Si vous constatez qu'il y a irrégularité, aidez-nous. À l'Église catholique, madame. Église catholique, vous avez un lobbying. Vous avez beaucoup aidé le Congo à rester uni. Je vous rappelle que Cardinal Malula, Monseigneur Mosengo, Cardinal Monseigneur Mosengo, ils ont lutté pour l'unité de ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de monter au créneau, de faire ce lobbying pour que le Congo retrouve la paix? Chapeau au pape Jean-Paul II, lorsqu'il a tenu sa messe ici à Ndolo. Il a dit, ôtez la main au Congo. S'il vous plaît, Église catholique, essayez de prendre cette phrase pour défendre le Congo. Merci. Sarkit, merci d'avoir répondu à notre invitation. Votons utile, madame. Sécurisons les résultats des urnes. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien dans le cadre de votre magazine Actu 60. Nous avons parlé sur le mouvement politico-militaire qui a vu le jour
Donc Corneille Nangaa fait cette déclaration. Il est, je ne sais pas, coordonnateur au président. Il fait appel à certaines forces vives d'aller le rejoindre. Malheureusement, je ne ferai pas partie. On a aussi parlé sur cette question de kits électoraux. La logistique pose encore problème. Il y a encore incertitude sur les élections. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous présente quelques candidats que vous devez soutenir. Vous savez, quand vous passez sur Kinactu, je le dis toujours, ici il y a de l'onction. Sur les qui a voté. Quand vous passez sur l'émission Actu 60, directement d'office tu es élu. Je vous présente le candidat Freddy Lulendo, la commune de Ngalema. Vous avez le numéro 460, un candidat valable, un homme respectueux, un homme de bonne gouvernance, utile pour la commune, l'épanouissement de la commune de Ngalema. C'est Freddy Lulendo, le numéro 460. Vikingoi pour la circonscription du Moamba, le numéro 82. La responsabilité, les compétences. Il est là, Vikingoi, numéro 400, le numéro 82. Et puis, je vous présente encore le chouchou du Moamba, Papa Yabolingo, Floribert Chibangu Moujanai, le numéro 510. Je répète, Floribert Chibangu Moujanai, le numéro 510, le chouchou du Moamba. Merci à Laïte Moutonge, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.